Aucun cas du virus Ebola n'a été signalé à bord de la barge immobilisée à Maluku, rassure le gouverneur Daniel Bumba. La population est donc invitée au calme et à se fier uniquement aux canaux officiels. Dans la province du Lualaba, 3 groupes de présumés malfrats ont été arrêtés par la police, fruit de la collaboration entre la population locale et les forces de l'ordre de la commune de Fongourmé. Merci d'avoir choisi Télé50 pour vous informer. Les États-Unis renforcent leur engagement aux côtés de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Dans un communiqué publié le mercredi 5 août, Washington a annoncé un nouveau décaissement de 242 millions de dollars américains destinés à appuyer les efforts de riposte, de préparation et d'assistance humanitaire liés à cette crise sanitaire qui frappe plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Ce financement américain vient s'ajouter aux précédentes contributions et vise à renforcer la capacité de réponse sur le terrain, notamment la prise en charge des malades, la vaccination, la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des communautés et les soutiens aux populations affectées. Et à Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a rassuré l'opinion nationale ainsi qu'internationale qu'aucun cas de contamination à Ebola n'a été enregistré à bord de la barge immobilisée à 60 mètres de la capitale congolaise dans le secteur de Maluku. Les autorités appellent la population au calme et l'invitent à se fier uniquement aux informations officielles. La population de la commune urbano-rurale de Maluku, dans la ville de Kinshasa, a vécu un moment de vive inquiétude. Mercredi 5 août 2026, à la suite d'une alerte faisant état des prétendus cas de maladie à virus Ebola à bord d'une barge en provenance de la province de la Mongala qui tentait d'accoster au port Bende-Bende. Excellence, monsieur le gouverneur de la ville. Face à cette situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu personnellement sur les lieux afin de s'assurer de la réalité des faits et de coordonner les premières vérifications avec les équipes sanitaires. À l'issue de l'évaluation menée par des experts de la riposte, l'autorité urbaine a tenu à rassurer la population quinoise ainsi que l'opinion nationale et internationale. Il n'y a pas un cas de mort dans ces bateaux, il n'y a pas un cas qui présentent des signes très poussés, de maladies. Généralement, ils sont en forme, mais bon, qu'à cela ne tienne, on va prendre toutes les discussions possibles avec des équipes présentes, afin que la prévention se fasse comme il se doit. Mais pour des raisons de prévention, parce que nous ne voulons pas que Kinshasa soit touché, nous avons maîtrisé le bateau ici présent, et le protocole va se mettre en place pour essayer de bien gérer les personnes afin que la crise ne puisse pas se propager. Je pense que tous les services et l'équipe de la prévention, de la riposte est avec nous en ces lieux pour permettre en sorte que les personnes soient checkées et après cela, ceux qui vont présenter des signes ou non, ils seront d'abord mis en évidence pour observer la quarantaine. Et alors ici, nous sommes en train de voir si on doit organiser ça dans l'eau ou s'il faut organiser ça ici sur terre ferme. Si cette alerte a suscité une forte émotion, les autorités sanitaires rappellent que des décès peuvent malheureusement survenir lors de longues traversées fluviales, souvent en raison des conditions d'hygiène et des prises en charge médicales difficiles, sans pour autant être liées à Ebola. Après la réforme engagée par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui prévoit l'intégration de l'ancien hôpital du Cinquantenaire au centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, une journée porte ouverte a été organisée ce jeudi 6 août à l'intention de la presse quinoise. Initié par les coordonnateurs de CHU Cinquantenaire, les docteurs Jeff Talaja Mukengeshaï, cette activité avait pour objectif de permettre aux professionnels de médias de découvrir les capacités réelles de cet établissement hospitalier de référence. Au cours de la visite guidée, les journalistes ont parcouru plusieurs services spécialisés et ont pu découvrir des équipements médicaux modernes et hautement sophistiqués, répondant aux standards internationaux en matière de diagnostic et des prises en charge des patients. S'exprimant devant la presse, le docteur Jeff Talaja Mukengeshaï a également tenu à mettre fin à certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux concernant le coût des prestations médicales.
Selon lui, les tarifs des examens pratiqués au CHU cinquantenaire restent raisonnables et accessibles, contrairement aux allégations propagées par les ennemis du développement. Aujourd'hui, dans cet hôpital, on ne peut plus faire un examen à l'extérieur. Tout ce qu'on devait faire à l'extérieur, on le fait ici. C'est ce qui va permettre à ce que la deuxième partie de notre mission de 6 mois, c'est le redressement financier. C'est pour permettre de gérer tous ces problèmes-là. Et dès qu'on a ce qui est prévu dans notre programme, dès qu'on a les fonds, on pourra maintenant avoir aussi les fonds. Toutes ces directions qui ont là, ils auront un budget pour les redressements, et ce budget servira aussi dans la communication et à vendre l'image de cet hôpital. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de transparence et des rapprochements avec les médias afin de mieux informer la population sur les réformes en cours et sur les efforts consentis pour améliorer l'offre de soins de santé en République démocratique du Congo. Pour rappel, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté un projet de décret portant dissolution de l'établissement public dénommé Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa et son intégration au centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, CHU Cinquantenaire. Autre chose à présent, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a reçu une délégation du corps d'élite scientifique, le l'UDPS Tshisekedi. Cette audience s'inscrivait dans le cadre du renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les milieux scientifiques. Selon Jean-Marie Béa, président du conseil d'administration du corps d'élite scientifique de l'UDPS Tshisekedi, cette initiative vise à mettre les compétences scientifiques nationales au service des politiques publiques en favorisant la transformation du potentiel agricole congolais en un véritable levier de croissance, de création d'emplois et de diversification de l'économie. On l'écoute dans cet extrait. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie pour d'abord le remercier de nous avoir soutenus lors de notre troisième grande conférence du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Nous sommes aussi venus le voir pour lui présenter un projet qui est sorti de ces réflexions de notre troisième grande conférence, un projet sur la redynamisation et la relance de l'agro-industrie qui a été préparé au sein de nos équipes et nous avons été très bien reçus. Son Excellence a pris conscience de l'importance de ce projet. Il nous a suggéré un certain nombre de recommandations que nous allons mettre en œuvre en travaillant avec ces équipes dans les jours qui viennent. Comme nous avons dit, nous allons échanger avec ces équipes. Il nous a recommandé à ses conseillers. Nous allons certainement prendre aussi quelques contacts avec le ministère de l'Agriculture. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que nous soyons dans le concret. Le porteur de ce projet, M. Bokeh, il est un industriel. Il a des grands projets précis dans l'agriculture, que ce soit pour le manioc, que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour des usines de production d'agroalimentaire. Nous pensons que nous, on est dans les concrets et on va discuter avec des différents intermédiaires pour pouvoir, ou plutôt intervenants, pour pouvoir vraiment passer à l'action et non juste se contenter des discours qui est l'apanage un peu de beaucoup de nos compatriotes. Une délégation du syndicat des inspecteurs des finances a été reçue par le ministre des Finances. C'est dans le cadre d'une séance de travail consacrée à l'examen de principales préoccupations liées au fonctionnement financier de l'inspection générale des finances. Au cours de cette rencontre, la délégation syndicale a présenté des difficultés rencontrées par les inspecteurs des finances, notamment les questions relatives à la problématique de la rétrocession. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Kondeli Botaï, a salué l'esprit des responsabilités et l'essence du dialogue dont a fait preuve la délégation. Il a réaffirmé l'attachement du gouvernement au renforcement de l'inspection générale des finances, institut stratégique dans la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la protection des finances publiques. Les échanges se sont déroulés dans un climat de franchise, de respect mutuel et d'écoute réciproque. Les préoccupations soulevées ont été examinées avec attention et feront l'objet d'un suivi approprié en concertation avec les autorités compétentes dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur. Le ministre vient d'autoriser le paiement de la rétrocession du mois de mai et le mois prochain, il a autorisé
le paiement de la rétrocession du mois d'avril, de telle sorte qu'au courant de ce mois de juillet, l'inspection générale des finances bénéficiera de 2 rétrocessions et la 3e sera renvoyée au mois prochain. Et la délégation de l'inspection générale des finances, représentée par son syndicat, remercie son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour cette marque d'ouverture et pour cette qualité managériale qui permet à notre institution de fonctionner, de retrouver plus ou moins un souffle dans son fonctionnement. À l'issue de cette rencontre, les 2 parties ont réaffirmé leur volonté commune de privilégier le dialogue social comme cadre de résolution de préoccupations professionnelles et de poursuivre les échanges en vue de renforcer l'efficacité, la stabilité et la performance de l'inspection générale des finances au service de l'État et de la population. L'université de Lubumbashi, que dirige le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a procédé à la collation des grades académiques de la toute première promotion de master issue du système LMD généralisé. On revient sur cette cérémonie marquante. Au cours de la collation des grades de la première promotion généralisée de master à l'université de Lubumbashi, le secrétaire général académique a dans son rapport mentionné que 31 882 étudiants ont pris l'inscription cette année, dont 3 238 en master. 1823 ont décroché leur précieux sésame, soit un taux de réussite de près de 60%. Devant les autorités politico-administratives et les invités de marque, le président du KU a annoncé la prochaine session de révision des curricula à l'UNILU, alors que le représentant de la ministre de tutelle a salué le leadership du recteur Kishiba. Cette cérémonie de clôture de l'année et de collation des grades académiques constitue sans nul doute un moment de bilan, de reconnaissance et en même temps d'espérance pour les lauréats. C'est non seulement un jour de soulagement et de fierté, mais aussi un jour d'espoir qui s'ouvre. Pour sa part, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula a souhaité que cette promotion des masters sortis de l'UNILU soit ambassadrice de leur alma mater. Chères lauréates, chers lauréats, ce que vous avez acquis devra vous permettre de créer d'inventer, d'entreprendre, de porter au loin la flamme de l'UNILU la meilleure. Ces nouveaux masters quittent l'amphithéâtre Kalaba, prêts à transformer leurs années de sacrifice en moteur pour le développement de la RDC, aux grandes dames des membres des familles dans une ambiance festive. De Fungurume, un havre de paix, ne plus une promesse mais une réalité en marche. Les services de sécurité ont mis la main sur 3 groupes de présumés malfrats, chacun avec son mode opératoire à Tenke, à Kafoya et à Fungurume. C'était grâce à la collaboration entre la population et la police. Dans la commune de Fungurume, l'heure de la confiance renaît avec l'appui du bourgmestre intermaire, l'honorable Aline Makano Chulombo, qui a pris l'engagement de faire de cette entité territoriale décentralisée un havre de paix. Grâce à la vigilance des habitants et à la collaboration étroite avec les forces de l'ordre, 3 groupes de présumés bandits ont été neutralisés. Le colonel Jean-Jacques Moukebakazadi, commandant de la police SIAT urbain de Fungurume, a confirmé ces arrestations qui concernent la cité de Tenke, Kafoya et la commune de Fungurume. Ces malfrats qui fragiliseraient la quiétude de la population sont désormais hors d'état de nuire. Face à cette victoire sécuritaire, l'autorité communale, l'honorable Aline Makano, a salué la bravoure des services de sécurité et a invité la population à maintenir son engagement. Ce travail remarquable, je dois avouer que ces derniers temps, nous avons travaillé ensemble avec la population, avec les services de sécurité et avec nous-mêmes, l'autorité de la commune, pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens qui inquiètent
la population de Fungurume et ses environs d'ailleurs, parce que les ramifications est partout, à Fungurume, à Kafoya, à Postolo. C'est M. Kanvangu et aujourd'hui derrière les barreaux, parce que c'est lui vraiment le cerveau moteur. Il y a ma groupuscule, il y a ma malfrat Mingi. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et rejoint la ligne directrice du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, déterminé à offrir une sécurité durable au peuple congolais. Bakaïba, et le Messie, c'est un voleur. Vers un avenir apaisé, Fungurume illustre aujourd'hui que la paix est le fruit d'une alliance entre citoyens et institutions. La commune se dessine désormais comme un modèle de résilience et de vigilance collective. Le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, continue de sensibiliser les couples non enregistrés d'y procéder pour la sécurité juridique de leurs enfants. Il a lancé l'appel aux officiers militaires, policiers et à toutes les couches de la population, d'où les slogans « J'ai mes enfants, j'enregistre mon épouse à l'état civil ». Dans le Lualaba, l'état civil des hommes en uniforme demeure la priorité. Des initiatives régulières sont menées pour permettre aux militaires des FARDC policiers de la PNC de légaliser leur union. Ces mariages collectifs ou individuels visent à régulariser la situation civile des agents de l'ordre et à renforcer la protection sociale de leur famille. À Manika, le bourgmestre Thierry Sambumba en a fait son cheval de bataille depuis 2 ans. Dans la vision de la gouverneure Fifi Masuka Saini, l'objectif est d'obtenir un acte de mariage officiel protégeant légalement les épouses et les enfants, garantissant aussi le droit de succession et l'accès à des avantages sociaux ou des rentes de survie. Le mercredi dernier, devant le bourgmestre de Manika, ces militaires et policiers ont promis amour et fidélité à leurs épouses. Vous savez, la loi dit les jours de la célébration du mariage, les mariés sont censés choisir l'un des régimes matrimoniaux organisés en RDC. Et chez nous, la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 pour l'emploi de la famille, cette loi organise 3 types de régimes matrimoniaux. Premièrement, on peut se marier sous le régime de la séparation des biens. Deuxièmement, le régime de la communauté Rito-Zaké. Et enfin, c'est le régime de la communauté universelle des biens. Je sais que tout le monde se pose la question de savoir lequel est le meilleur. La loi dit les jours de la célébration du mariage, les bourgmestres informent seulement aux mariés, on ne peut pas influencer les choix. Le régime, en termes primaires, c'est un contrat entre les époux. Les autorités militaires et provinciales considèrent ces cérémonies comme un facteur de stabilisation psychologique et de dignité pour les défenseurs de la patrie. Et dans la lutte contre l'informel, Thierry Sambumba, avec ses actions, aide à contrer l'instabilité du foyer liée aux déplacements fréquents sur les théâtres d'opération ou aux mutations de service. Il a profité de l'occasion pour inviter la population à respecter les militaires et policiers avant de rendre hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts afin de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans le territoire de Ouatsa, en province du Haut-Ouélé, la société Wanga Mining dénonce ce qu'elle qualifie de gestion autoritaire de la chefferie Bangba Mayogo. L'entreprise affirme que malgré la détention des documents légaux délivrés par les autorités compétentes, ses activités minières auraient été interrompues et son personnel contraint de quitter le site sous la menace. Elle sollicite par ailleurs l'intervention du ministre de l'Intérieur afin de rétablir un climat propice aux investissements. La tension monte entre la société Wanga Mining et les autorités coutumières de la chefferie Bangba Mayogo située dans les territoires de Ouatsa en province du Haut-Ouélé. Selon un responsable de l'entreprise qui a requis l'anonymat, la société dispose de tous les documents administratifs et des autorisations nécessaires, notamment ceux délivrés par le cadastre minier pour exercer légalement ses activités en partenariat avec des investisseurs chinois. Toutefois, ce responsable affirme que les équipes de Wanga Mining auraient été contraintes de quitter leur site minier après avoir reçu des menaces de destruction de leurs engins en cas de refus d'obtempérer. L'entreprise dénonce également l'instauration des taxes qu'elle juge irrégulières imposées aux camions citernes empruntant une route réhabilitée dans la chefferie. Selon elle, ces paiements seraient exigés sans délivrance de documents justificatifs
Conforme. Face à cette situation, Wanga Mining estime que ces climats d'insécurité administrative et d'incertitude juridique risquent de décourager les investisseurs. L'entreprise lance un appel au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, afin qu'il diligente une enquête et prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect des textes en vigueur et la sécurité des opérateurs économiques. Selon les mêmes sources, d'autres partenaires miniers, notamment des investisseurs chinois opérant avec Juro Gold Mining, feraient également face à des difficultés similaires malgré leur contribution financière au titre des redevances minières. Le Conseil supérieur de la magistrature a franchi une étape importante dans la modernisation de l'appareil judiciaire avec l'inauguration du nouveau palais de justice de la Cour d'appel du Haut-Katanga Lubumbashi, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette cérémonie marque la mise à disposition d'une infrastructure moderne destinée à améliorer les conditions de travail de magistrats. Fini le temps de la promiscuité et des conditions de travail précaires pour le magistrat de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Un nouveau chapitre s'est ouvert pour eux avec l'inauguration ce 1er août 2026 du nouveau palais de justice à Lubumbashi. Présidé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie a réuni les plus hautes autorités du niveau national et provincial. Il s'agit d'un événement majeur de la vie institutionnelle du pouvoir judiciaire qui a mobilisé le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamule Tabadibanga, avec dans sa suite le premier président de la Cour de cassation, Eli Leondomba Kabeya, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, la présidente du Conseil d'État, Brigitte Nsesele Wansesele, et le secrétaire permanent porte-parole du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndubakilima, ont fait le déplacement de Lubumbashi pour vivre ce moment aux côtés de plusieurs magistrats du ressort. Dans une ambiance empreinte de solennité, le magistrat suprême a fait son entrée sur le site abritant le nouveau palais de justice, faisant partie de l'une de ses réalisations majeures dans les secteurs. Son discours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entouré du président du Conseil supérieur de la magistrature, du ministre de la Justice, ainsi que du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, a accompli les 3 gestes symboliques consacrant l'ouverture officielle de cette infrastructure et le jet des champagnes avant d'effectuer une visite guidée des différentes installations. Dévoilement de la plaque commémorative. À l'issue de la visite, le président du Conseil supérieur de la magistrature a salué la matérialisation de cet ouvrage. Il vient d'honorer sa vision parce que c'est un homme concret, pragmatique. Sa vision est assise sur l'état de droit. On ne peut pas avoir un état de droit sans magistrat et sans infrastructure. Premier palais de justice construit sur financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga, 66 ans après l'accession du pays à l'indépendance en 1960, cet édifice rend avec la vétusté des infrastructures judiciaires alors que les principaux palais de justice existants étant pour la plupart hérités de l'époque coloniale. Finca RDC, le projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau de micro, petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi ont signé un protocole d'accord visant à faciliter la gestion et les décaissements des subventions accordées aux lauréats du concours des plans d'affaires COPA Transforme. Dans les cadres de ces partenariats, Finca RDC assurera l'ouverture et la gestion des comptes dédiés aux bénéficiaires, ainsi que l'exécution sécurisée et traçable de paiements aux fournisseurs validés par le projet. Finca pourra également proposer, conformément à sa politique des crédits, des financements complémentaires destinés à soutenir les investissements et la pérennité des entreprises accompagnées. Cette collaboration s'appuie sur les réseaux nationaux des Finca RDC, composés de 23 agents et de plus de 1700 agents bancaires Finca Express, ainsi que sur son expertise de plus de 23 ans au service de l'inclusion financière en République démocratique du Congo. À travers cet accord, Finca RDC et le projet Transforme réaffirment leur volonté commune de renforcer l'accès au financement, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de contribuer à une économie congolaise plus inclusive, innovante et résiliente. Nous avons porté notre choix sur Finca pour les raisons suivantes. D'abord, Finca a une expérience
d'au moins 23 ans en tant qu'institution financière. Et aussi, Finca couvre toutes les villes du projet Transforme. Et je crois savoir qu'ils ont 23 agences reparties sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour cela que notre choix s'est porté en dehors des due diligence habituelles qui sont effectuées. C'est pourquoi nous avons porté notre choix sur Finca, surtout tenant compte du fait que la cible de nouvelles entreprises qui vont avoir les subventions sont des entreprises qui, pour la plupart, seront en contact pour la première fois avec une institution financière. Initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo, bénéficiant de l'appui financier de la Banque mondiale, le projet Transforme vise à stimuler la croissance des micro, petites et moyennes entreprises, à créer des emplois durables et à renforcer particulièrement l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs. Dans le cadre de ses obligations communautaires, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a participé à Lomé au Togo à la séance contradictoire de la commission de surveillance de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale consacrée à l'examen du rapport d'audit général réalisé en février 2025. À l'occasion, le directeur général de la SENSAP, Junior Mata, a présenté les actions réalisées et planifiées par la Caisse. Au Togo, ce rapport d'audit a mis en lumière plusieurs acquis majeurs de la SENSAP, notamment le renforcement de la gouvernance à travers le rattachement fonctionnel de l'audit interne au conseil d'administration, le maintien de la certification ISO 9001-2015, le déploiement progressif du réseau d'agences ainsi que la progression soutenue des ressources issues des cotisations. Ces performances s'inscrivent dans la dynamique des réformes et des modernisations de l'administration publique impulsées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accorde une attention particulière au renforcement de la gouvernance publique, à la protection sociale des agents de l'État et à l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens. Au terme des échanges, la commission des surveillances a relevé avec satisfaction les avancées déjà réalisées dans la mise en œuvre de ces recommandations, saluant la prise en charge anticipée et progressive des actions inscrites dans le plan d'action de la SENSAP. Cette appréciation traduit l'engagement constant de la SENSAP à renforcer sa gouvernance, à moderniser sa gestion et à consolider sa conformité aux normes et standards de la CIPRES dans une démarche d'amélioration continue au service des agents publics de l'État. Dans le cadre du renforcement de ces structures de base, la Convention des Patriotes pour le renouveau et la justice a organisé une session de formation idéologique de 2 jours à l'intention de ces cadres venus des différentes provinces. Objectif, outiller ces derniers pour assurer efficacement la vulgarisation du message du parti. Détail avec Héritier Tambouin. Pendant 2 jours, le député José Nganda, autorité morale de la CPRJ, a réuni à Kinshasa ses cadres venus des 26 provinces du pays. Objectif, leur inculquer la vision, les valeurs et les orientations de sa formation politique, la Convention des Patriotes pour les renouveaux et la justice, afin de mieux préparer la conquête du terrain. Plusieurs thématiques ont été développées, notamment le patriotisme, le leadership, l'engagement citoyen et les rôles des cadres dans l'encadrement des militants en vue de la consolidation des structures du parti. L'activité s'inscrit dans les cadres du renforcement des capacités des cadres pour leur permettre de s'imprégner de la vision, de l'idéologie et du projet des sociétés du parti CPRJ. Ceux qui lisent la Bible, ils savent que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage, s'ils ne sont pas d'accord d'y aller ensemble. Voilà pourquoi nous avons voulu faire connaître à nos cadres du parti ce que nous sommes. Parce que ce sont eux qui doivent défendre notre parti auprès d'autres partis politiques ou auprès d'autres institutions. Moment fort de cette formation, la remise solennelle des brevets d'ouvrages retraçant l'idéologie de la Convention des Patriotes pour les renouveaux et la justice et d'un pagne aux couleurs du parti à tous les cadres présents. L'ouvrage contient l'historique du parti, notre projet de société, le règlement intérieur ainsi que les statuts,
sans oublier la décision du ministère de l'Intérieur qui nous accorde l'agrément pour fonctionner comme parti politique. Ces cadres, considérés comme des formateurs, ont la lourde mission d'être des interlocuteurs capables de véhiculer les idéologies de la CPRJ face à d'autres partis, mais aussi auprès des institutions du pays. Ils sont considérés également comme des ambassadeurs chargés de promouvoir les idéaux du parti à d'autres membres au niveau de la base. Les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et député provincial élu de Mongafula, Socrates Mobengai, a effectué une visite de réconfort auprès de plusieurs familles victimes de l'insécurité grandissante qui frappe cette commune de l'ouest de Kinshasa. Au départ du siège de l'association Les Amis de Socrates Mobengai, l'élu a tenu à exprimer sa solidarité envers ce ménage durement éprouvé par la recrudescence des actes de banditisme. Tout au long de cette descente de terrain, Maître Socrates Mobengai a pris le temps d'échanger avec les habitants, venus nombreux lui faire part de leurs préoccupations. Si de nombreuses familles ont été touchées par cette vague de criminalité, au cours des 3 derniers mois, 6 ménages ont été retenus pour cette première étape de la visite. La délégation s'est rendue successivement dans les quartiers Mazamba, Mama Mobutu et Masangambila. Sur place, les victimes ont livré les témoignages poignants sur les violences qu'elles ont subies. À l'issue de cette visite, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mobengai a lancé un appel au VPM de l'Intérieur afin que des mesures urgentes soient prises pour renforcer la sécurité à Mongafula. Nous n'allons pas nous taire parce que nous sommes censés protéger cette population, nous sommes censés parler de cette population. C'est ma population de Mongafula. Ils nous ont fait confiance et nous ne pouvons pas rester bras croisés en train de vivre comment nos mamans, comment nos sœurs sont en train de souffrir. Moi, je pense que c'est le moment de quitter de la parole aux actes. Il y a des familles qui sont en train d'être violées. Il y a nos mamans, il y a nos petites sœurs qui sont dans une insécurité terrible. Est-ce que nous devons continuer à regarder? Moi, j'ai dit non. Je pense que chacun doit jouer son rôle. Tous ces pays, tous les gars qui ont des solutions, ils sont. Les familles visitées ont salué cette initiative de leur élu qu'elles considèrent comme un geste de proximité, de compassion et de solidarité. Maître Socrates Mobengai a pour sa part rassuré que cette première visite ne constitue que le début d'une série d'actions de terrain destinées à accompagner les victimes et à plaider en faveur d'une réponse sécuritaire plus efficace. Toujours dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député provincial Maître Socrates Mobengai avait remis jeudi dernier un lot de 200 mètres de câbles électriques à titre symbolique sur les 400 mètres prévus. Cette dotation vise à résoudre les difficultés d'accès à l'électricité auxquelles sont confrontés les habitants de Kimwenza Gare. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Aucun cas du virus Ebola n'a été signalé à bord de la barge immobilisée à Maluku, rassure le gouverneur Daniel Bumba. La population quinoise est donc invitée au calme et à se fier uniquement aux canaux officiels. Dans la province du Lualaba, 3 groupes de présumés malfrats ont été arrêtés par la police, fruit de la collaboration entre la population locale et les forces de l'ordre de Fungurumé. C'est par ici que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La famille Sika Viaolo a la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances le décès de leur grand-père, père, oncle et papa Mboussa Sika Viaolo Siviroa Bernard, père biologique de notre confrère.
Sikaviaolo Kavunda Mampacheko, l'illustre disparu, est un ancien secrétaire de l'Institut Loubia de Moussienene, secrétaire Imaki de Kirumba, secrétaire du domaine de Katal et directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord-Kivu. Mort survenue à Goma le mercredi 5 août 2026 après une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 7 août 2026, à partir des 18h juste, veillée mortuaire au domicile du défunt sur avenue Kindu 2, numéro 095, quartier Mabanga Nord, commune de Karisimbi, ville de Goma. Référence entre deux antennes Majengo. Samedi 8 août 2026, 10h juste, retrait du corps de la morgue de l'hôpital Il Africa à Goma. 10h30, messe des requiem à la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Katoyi. 12h juste, départ au cimetière Maïro pour inhumation. 14h juste, retour au domicile du défunt. 14h30, culte d'action de grâce et dans des consolations. 17h juste, lever de deuil. Pour ceux qui sont à Kinshasa, le deuil se tient à la résidence du colonel Maestro Kakule Joseph, 6 sur avenue Climat, numéro 15, quartier Congo, commune d'Engaliema, référence terrain météo. Une messe d'action de grâce sera célébrée sur place le samedi 8 août 2026 à 16h. Signé la famille Sikaviaolo.